La brume descend sur Londres et enveloppe les rues d'un voile gris, chaque pas résonnant comme un écho lointain d'événements mystérieux. Dans ces instants suspendus, des silhouettes se faufilent à travers le silence, et l'air semble chargé de secrets anciens et de murmures à peine audibles. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Tendez l'oreille. Car les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Et ce soir, 7 ombres rôdent sur Hampstead, prêtes à révéler leurs secrets. Londres s'était ce soir-là enveloppée d'un manteau épais, comme si la ville elle-même voulait cacher ses secrets à la vue de ses habitants. Le brouillard s'infiltrait par les ruelles, noyant les becs de gaz dans une lueur diffuse, transformant chaque passant en fantôme égaré. Des silhouettes informes se dessinaient et s'évanouissaient aussitôt, avalées par l'opacité mouvante. Les fiacres avançaient au pas, leurs chevaux hésitant devant les ténèbres qui engloutissaient la chaussée. Les cris des cochers se perdaient dans la brume, et, de temps à autre, un sifflet de police retentissait comme un avertissement venu d'un autre monde. Il y avait dans cette atmosphère quelque chose d'oppressant, presque irréel, qui invitait plus à la méditation qu'à la promenade. Tandis que je regardais par la fenêtre de Baker Street, je me surpris à imaginer que la ville entière s'était transformée en un vaste théâtre, où chaque maison cachait une intrigue, chaque carrefour une menace. Dans le reflet tremblotant des lampes, la nuit me paraissait peuplée de conspirateurs invisibles. Cette impression n'était sans doute que le fruit de mon imagination, mais je savais que mon compagnon, lui, ne se contentait jamais de simples rêveries. Pour Holmes, le brouillard n'était pas seulement un décor. Il constituait un écran derrière lequel se jouaient des actions précises, mesurables, et tôt ou tard, révélées à son œil vigilant. Ainsi débutait une soirée où, je le pressentais sans pouvoir en deviner la cause, l'observais souvent ainsi, fasciné par son pouvoir de concentration. Ses yeux, mi-clos, semblaient perdus dans une rêverie abstraite. Mais je savais qu'ils étaient, en réalité, occupés à examiner 1000 détails auxquels moi-même n'aurais prêté aucune attention. Cette sérénité apparente tranchait avec le chaos de la ville, comme si Baker Street était une île de clarté au milieu de la confusion. Pourtant, derrière cette tranquillité se dissimulait, je le pressentais, une tension sourde. Holmes n'était jamais inactif sans raison. Je compris que, tôt ou tard, un incident, une visite ou un courrier allait rompre cette illusion de paix. Je pris place de l'autre côté du feu, songeant aux dernières semaines qui avaient été singulièrement calmes. Depuis notre retour d'une petite enquête en province, aucune affaire notable n'avait franchi le seuil de Baker Street. Pour moi, cette accalmie n'était pas désagréable. Elle me permettait de mettre de l'ordre dans mes notes et de songer à des sujets médicaux que j'avais longtemps négligés. Holmes, en revanche, semblait éprouver ce répit comme une contrainte. Sa nervosité se traduisait par des gestes imperceptibles. Le battement régulier de ses doigts sur l'accoudoir, l'éclat impatient de ses yeux lorsqu'une voiture passait dans la rue, ou encore la manière soudaine avec laquelle il se redressait, comme s'il guettait un signal invisible. Je savais que ces moments de latence lui pesaient, car il privait son esprit de ce qu'il recherchait plus que tout, un problème à résoudre, une énigme à disséquer. Le silence qui régnait dans le salon n'était pas celui du repos, mais celui qui précède une tempête. C'est alors qu'un bruit, d'abord indistinct, parvint jusqu'à nous à travers la fenêtre close. Au milieu du tumulte étouffé de la rue, je crus discerner la régularité d'un pas hésitant, comme celui d'un homme qui avance sans certitude de son chemin. Holmes releva aussitôt la tête, son oreille tendue vers la source sonore. Le rythme de ses pas se fit plus marqué, approchant lentement, s'arrêtant parfois comme pour écouter, puis reprenant avec la même hésitation. Dans le silence de notre salon, « Vous entendez, Watson ?» dit-il à voix basse. « Voilà une démarche qui n'appartient ni à un homme sûr de lui, ni à un passant ordinaire. Il s'agit d'une personne partagée entre la crainte et la résolution. » Ces mots suffirent à faire naître en moi une attente fiévreuse. Les pas s'arrêtèrent devant notre porte, puis reprirent comme si le promeneur voulait s'éloigner. Mais un instant plus tard, ils revinrent, plus décidés cette fois, résonnant sur les marches. Holmes esquissa un sourire imperceptible. « Voilà, » reprit-il, « l'instant que j'attendais. Nous allons enfin recevoir une visite.
Et je gage, Watson, qu'elle ne sera pas banale. Un coup discret mais ferme résonna bientôt à notre porte. Le son, bien qu'attendu, me fit tressaillir, tant il rompait le calme chargé d'électricité qui pesait sur nous. Mrs. Hudson monta aussitôt, mais Holmes l'arrêta d'un geste, se levant lui-même pour aller ouvrir. La silhouette qui apparut sur le seuil me frappa par son étrangeté. L'homme, car c'en était un, semblait à demi englouti par le brouillard extérieur. Sa redingote était humide, son chapeau couvert de gouttelettes, et ses traits se distinguaient à peine sous la lumière du vestibule. Ses épaules étaient affaissées, comme si un poids invisible les écrasait. « Entrez, monsieur, » dit Holmes d'une voix posée. « Vous êtes attendu. » Ces mots me surprirent, mais je savais que mon ami n'emploie jamais une formule au hasard. Le visiteur franchit le seuil avec une lenteur empreinte de lassitude. Son regard inquiet se promena sur la pièce, comme s'il craignait que d'autres yeux l'observent déjà. Il ôta son chapeau, révélant un visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Ses yeux cernés, son teint blafard et sa bouche contractée annonçaient un trouble profond. Holmes lui désigna un siège, et l'homme s'y laissa tomber, comme si ses forces l'avaient abandonné dès qu'il se trouva en sécurité relative. Je compris à cet instant que l'étrange atmosphère de cette soirée n'était pas le fruit de mon imagination. Le brouillard, les pas hésitants, l'attente nerveuse de Holmes, tout convergeait éclairé. La silhouette chancelante s'arrêta au centre de la pièce, le souffle court, comme un naufragé échoué sur une rive encore incertaine. Ses traits restaient indistincts sous la lumière vacillante, mais son attitude trahissait déjà la lassitude et la crainte. Je sentis confusément que cet homme n'apportait pas seulement une histoire étrange, mais qu'il transportait avec lui la lourde atmosphère des rues hantées qu'il venait de quitter. Lorsque la lampe éclaira enfin son visage, je découvris des yeux cernés d'un noir maladif, comme rongés par l'insomnie. Ses joues creusées et sa bouche crispée donnaient à ses traits une expression de fièvre contenue. Ses doigts, tremblant malgré l'effort visible qu'il faisait pour paraître maître de lui, étaient tachés d'encre, preuve récente d'une correspondance agitée. Holmes, d'un simple coup d'œil, nota ces détails sans qu'aucune parole ne trahît encore ses pensées. Il me sembla que notre visiteur craignait moins de parler que d'être entendu, comme s'il soupçonnait un auditoire caché dans les recoins du salon. Sa respiration haletante résonnait dans le silence, et je voyais bien que ses forces l'abandonnaient peu à peu. Pourtant, une résolution obstinée retenait ses mots, comme s'il cherchait à franchir un seuil intérieur avant de confier son secret. Holmes, calme et attentif, se pencha légèrement en avant, prêt à recueillir une confession qui paraissait peser d'un poids écrasant sur cet homme éreinté. Il parla enfin, d'une voix basse, brisée par une émotion mal contenue. Chaque soir, expliqua-t-il, lorsqu'il quittait ses occupations et regagnait sa demeure de Hampstead, il se sentait suivi. Ce n'était pas une impression passagère, ni la crainte d'un esprit nerveux. 7 silhouettes distinctes se tenaient toujours à distance égale, formant derrière lui une étrange procession. Jamais elles ne se dispersaient, jamais elles ne tentaient de l'approcher, mais leur nombre ne variait pas. Toujours 7, ni plus ni moins. Cette répétition devenait pour lui une torture, comme un chapelet de menaces qu'on récite inlassablement. L'homme se mit alors à décrire son parcours habituel, comme s'il voulait nous faire partager pas à pas sa terreur quotidienne. Il citait avec précision Heath Street, Flask Walk, puis l'allée qui menait aux grilles noires de la lande. À chacun de ces lieux correspondait, disait-il, l'apparition des ombres, silencieuses mais tenaces, avançant comme des spectres réglés par une mécanique invisible. Il jura que la 7e silhouette, toujours la dernière, s'arrêtait invariablement à quelques pas de sa porte, comme pour marquer son territoire de menace. En répétant ce détail, sa voix se brisa, et son regard inquiet se tourna vers la fenêtre, comme s'il craignait que la même scène recommençât à cet instant. Je sentis courir dans mon dos un frisson glacé, car cette précision donnait à son récit une force troublante. Holmes, les doigts joints sous le menton, suivait avec une attention croissante, et je devinais qu'il notait déjà l'importance de cette régularité dans l'angoissant rituel nocturne. Comme pour appuyer son récit, notre visiteur sortit d'une poche intérieure un morceau de papier froissé. Il le déplia avec une main tremblante et le posa sur la table. À la lumière,
Je distinguai un signe unique, 7, tracé d'un trait nerveux, grossier mais volontaire. Une tache sombre, ni tout à fait encre, ni tout à fait humidité, maculait le coin du billet, et je crus y voir l'empreinte indistincte d'un pouce. Le malheureux affirma avoir trouvé ce papier glissé sous sa porte un matin, sans trace de l'auteur. Ce simple chiffre, répété avec brutalité, semblait résumer la hantise qui l'entourait. Holmes le prit entre ses doigts avec précaution, le rapprocha de ses yeux et observa longuement, sans commentaire. Je devinais à l'éclat de son regard que ce détail, apparemment insignifiant, lui ouvrait déjà une piste plus solide que tout le reste du discours. Holmes, qui jusqu'ici n'avait laissé échapper aucune remarque, prit soudain la parole d'un ton sec. Il interrogea notre visiteur sur ses comptes commerciaux, ses rendez-vous nocturnes et la nature de ses relations d'affaires. À deviner un nom qu'il n'osa pas prononcer à haute voix, et la tension monta d'un degré. Épuisé par les questions, l'homme se laissa aller à un aveu partiel. Il implora notre discrétion, confessant qu'une entreprise récente l'avait mené à l'échec et au chantage. Mais lorsqu'il s'agissait de nommer celui qui se cachait derrière ces menaces, il hésita, balbutia une initiale indistincte et s'interrompit brusquement. Son visage exprimait une terreur telle qu'il me sembla que prononcer ce nom équivalait à faire entrer les ombres dans la pièce elle-même. Holmes, d'un ton apaisant mais ferme, lui assura que notre silence était garanti et que seule la vérité pourrait lui sauver la raison. Mais l'homme se contenta de hocher la tête, comme s'il avait déjà franchi une limite qu'il ne pouvait plus dépasser. Son regard, fuyant, se porta une fois encore vers la fenêtre, et l'impression d'une menace tapie au dehors pesa sur nous avec une intensité suffocante. Finalement, Holmes prit l'initiative. Il déclara qu'il accompagnerait l'homme ce soir même, à condition qu'il changeât légèrement son itinéraire et son heure de sortie. Cette décision, prononcée d'un ton catégorique, semblait arracher le visiteur à son désespoir. Il acquiesça avec soulagement, bien qu'une ombre de crainte persistât dans ses yeux. Holmes ajouta qu'il fallait surprendre ces mystérieux poursuivants dans leur propre manège, et qu'avant minuit, il saurait à quoi s'en tenir. L'homme se leva, remit son chapeau d'une main tremblante et quitta la pièce d'un pas plus rapide qu'à son entrée. Pourtant, à peine sa silhouette disparut dans le brouillard, je crus entendre, distincts et mesurés, 7 pas réguliers résonner derrière lui. Ce décompte implacable, semblant poursuivre notre visiteur jusque sur le trottoir, glaça mon sang. Holmes, lui, esquissa un mince sourire, comme si ce détail, loin de l'inquiéter, confirmait l'attente patiente de son esprit logique. Holmes demeura un long moment silencieux après le départ précipité de notre visiteur. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, pouvaient tirer de tels enseignements d'éléments que je jugeais insignifiants. Mais ce soir-là, plus que jamais, je compris que rien n'échappait à son regard. Holmes me fit remarquer un détail auquel je n'avais pas prêté attention. Les doigts de notre visiteur. De larges taches noires, rehaussées d'un reflet rougeâtre, y demeuraient incrustées malgré les lavages répétés. Il affirma que cette particularité ne pouvait s'expliquer que par une écriture récente, sans doute nerveuse et précipitée, sur un document officiel. Le dépôt rougeâtre n'était pas du sang, comme j'aurais pu l'imaginer, mais une encre particulière utilisée pour contresigner des papiers de nature financière. Je fus frappé de voir Holmes relier ces marques à la tension dont l'homme avait témoigné. Pour lui, les mains sont souvent plus éloquentes que les lèvres, et celles-ci criaient une vérité qu'il n'avait pas dite. Un différend écrit, une contestation ou un engagement contraignant. Holmes sourit finement et conclut que ce papier, qu'il avait tenté de cacher derrière ses poches, représentait déjà le cœur de son supplice. Je crus que l'examen de Holmes s'achèverait là, mais il me désigna soudain les bottines de l'homme, encore visibles avant qu'il ne franchît le seuil. Sur le cuir usé, des fragments de boue séchée se distinguaient nettement. Holmes expliqua qu'il ne s'agissait pas de boue ordinaire. Elle contenait de petites particules d'argile claire, caractéristiques de certaines allées de Hampstead Heath récemment détrempées par la pluie. Cela signifiait que notre visiteur s'y était rendu dans la nuit précédente et non, comme il l'affirmait, qu'il rentrait directement chez lui. Ce détail,
anodin pour tout autre regard, révélait un passage secret ou une rencontre dissimulée. Je fus abasourdi de voir Holmes déduire avec tant de précision le lieu et l'heure d'un déplacement à partir d'un peu de terre collée aux semelles. Il ajouta que la vérité se cache toujours dans la poussière que les hommes traînent avec eux, sans même en avoir conscience. Holmes se leva, fit quelques pas dans le salon, et me confia qu'une autre observation le troublait. Lorsqu'il s'était approché de l'homme, il avait perçu un parfum discret de tabac turc, directement chez lui, terrifié par ses poursuivants. Pourtant, son manteau portait la trace d'une odeur de café mêlée à celle du tabac, signe d'un séjour prolongé dans un établissement public. Il ajouta qu'un pli particulier au pantalon indiquait qu'il s'était assis longtemps sur une banquette de cuir, typique des cafés de la City. Cette contradiction entre le récit de frayeur et l'indice matériel révélait un double langage. Holmes nota que cet arrêt avait probablement une raison cachée, une rencontre ou une remise de documents. Je protestais que ces conclusions pouvaient paraître hâtives, mais Holmes rétorqua que la logique ne se nourrit pas de probabilités vagues, mais de faits précis. Le fait ici était indiscutable. Il conclut que l'homme n'avait pas seulement peur d'ombres anonymes, il craignait qu'un secret précis fût découvert. Je dois avouer que mes pensées se troublaient à mesure que Holmes énonçait ses observations. Je voyais bien qu'elles s'appuyaient sur des preuves tangibles, mais je ne parvenais pas toujours à en suivre la logique fulgurante. L'idée que quelques grains de boue, une odeur fugitive ou un pli de vêtements puissent constituer des preuves décisives me paraissait presque invraisemblable. Je craignais que mon ami ne se laissât entraîner par son génie à bâtir une théorie trop hardie. Pourtant, chaque fois que j'avais douté de lui dans le passé, les faits avaient fini par lui donner raison. Je restais donc silencieux, partagé entre mon admiration et mon scepticisme. En contemplant Holmes, si calme et si sûr de lui, je ressentis à nouveau cette impression qu'il voyait le monde par un prisme inaccessible à l'esprit commun. Je me demandais, non sans inquiétude, où le mènerait cette fois sa clairvoyance. Holmes reprit place dans son fauteuil et croisa les doigts, un éclat nouveau brillant dans ses yeux. Il déclara que la répétition constante du chiffre 7 n'était pas une coïncidence. Pour lui, il s'agissait d'un dispositif concerté, orchestré par plusieurs personnes travaillant de concert. La peur de notre client n'était donc pas imaginaire, mais entretenue avec méthode. Un seul homme n'aurait pu... Lorsque notre visiteur quitta finalement Baker Street, Holmes l'accompagna jusqu'à la porte et lui assura d'une voix calme que la vérité ne tarderait pas à se faire jour. 3 jours, dit-il, suffiraient pour démasquer ceux qui l'encerclaient. Je fus frappé par la fermeté de cette promesse, alors que moi-même ne voyais dans cette affaire qu'un enchevêtrement obscur. Lorsque la porte se referma, Holmes resta un instant pensif, le regard perdu dans la fumée de sa pipe. Je sentis que son esprit travaillait déjà avec une intensité redoublée. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher d'appréhender l'attente à venir. 3 jours de doute, de crainte et de silence, où je devrais me contenter d'espérer que son assurance ne nous menât pas au-devant d'un péril plus grand encore. La calèche roulait lentement à travers Londres, encore enveloppée par le voile humide du soir. Le brouillard engloutissait les lampadaires, créant des halos incertains qui faisaient vaciller les ombres des passants sur les pavés détrempés. Holmes, assis face à moi, demeurait silencieux, les yeux scrutant chaque lueur qui se frayait un chemin à travers la brume. Sa main frôlait la barre de la calèche avec une tension discrète mais constante. Je sentais que chaque respiration et chaque mouvement de la ville autour de nous était minutieusement analysé par son esprit acéré. L'atmosphère lourde ne ralentissait pas seulement notre course, elle amplifiait le pressentiment que cette enquête serait singulièrement complexe. Nous quittions le tumulte de la capitale pour nous aventurer dans le quartier plus sauvage de Hampstead, où les rues moins fréquentées et les sentiers sinueux semblaient propices au mystère. Mon cœur battait plus vite, non à cause du froid, mais de l'anticipation de ce que Holmes allait découvrir. Et je me préparais à suivre son regard attentif dans un monde où le danger pouvait surgir de la brume la plus ténue. Nous traversions des rues étroites, bordées de cottages silencieux, dont les façades humides reflétaient à peine la lumière des réverbères. Le contraste entre la quiétude apparente des lieux et la tension palpable de Holmes
frappait. Arrivâmes enfin devant une vieille barrière de fer, rouillée et inclinée, qui semblait avoir été oubliée depuis des années. Holmes descendit et s'accroupit pour examiner les traces au sol. À première vue, des empreintes paraissaient se superposer, certaines fraîches, d'autres plus anciennes. Il s'agissait d'un mélange de semelles différentes et de profondeurs variées dans la boue, comme si plusieurs passages s'étaient succédés en des horaires différents. L'attention de Holmes sur ces détails était fascinante. Il notait la direction de chaque pied, l'usure des chaussures, et même la pression exercée sur le sol. Il se tourna vers moi et murmura que ces empreintes ne pouvaient être l'œuvre d'une seule personne. Je commençais à comprendre que même une barrière abandonnée pouvait devenir un terrain de révélation si l'on savait observer attentivement. L'atmosphère pesante et silencieuse semblait amplifier chaque froissement, chaque craquement du sol, et je sentis que l'énigme des 7 ombres commençait à se dessiner sous nos yeux. Holmes me montra 2 séries de traces distinctes qui divergeaient à l'entrée de la grille. L'une s'enfonçait vers le nord, tandis que l'autre revenait vers le sud, comme si 2 individus marchaient simultanément, mais en sens opposés. Il expliqua que cette configuration rendait improbable l'idée d'un seul poursuivant. Le client avait été suivi par plusieurs acteurs agissant en coordination. Je me rendis compte que cette observation, simple en apparence, révélait déjà un plan minutieux destiné à créer une peur méthodique. Les empreintes, régulières et précises, semblaient orchestrées pour que notre visiteur perçoive toujours une présence derrière lui. Holmes, implacable dans son analyse, nota que ces détails échappaient à quiconque ne possédait pas une attention soutenue et une logique implacable. Je compris alors que chaque pas dans cette boue avait sa signification, et que le moindre faux mouvement de notre part pouvait compromettre la compréhension de ce réseau complexe. À quelques pas de la grille, une petite corbeille de jardin attira mon attention. Des papiers froissés s'y trouvaient, jetés sans soin, et leur écriture nerveuse attira immédiatement l'œil de Holmes. Il ramassa un fragment et le déplia avec précaution, analysant la forme des lettres, l'alignement du texte et l'orientation des marges. Chaque mot, même partiel, semblait porter un message codé, destiné à semer la confusion ou à transmettre un avertissement discret. L'ensemble de la corbeille laissait penser que quelqu'un utilisait ces notes pour manipuler la perception du client, confirmant ses craintes d'une surveillance constante. Je restais stupéfait de constater combien Holmes parvenait à extraire de renseignements d'un simple morceau de papier froissé. L'attention portée aux détails, l'observation des nervures du papier et des taches d'encre, tout cela révélait l'étendue de son génie déductif. Je me demandais alors combien d'autres secrets, imperceptibles à l'œil ordinaire, se cachaient dans ce quartier pourtant familier de Hampstead. Holmes entreprit de reconstituer certains fragments épars. Il me montra des mots isolés. Dette, silence, 7. Chaque terme semblait avoir été soigneusement choisi pour provoquer inquiétude et tension psychologique. L'assemblage de ces fragments dessinait un message cryptique qui corroborait la version que notre client avait fournie. Le chiffre 7 n'était pas une coïncidence, mais un élément central de la peur qu'on lui inspirait. Holmes me montra comment l'orientation de l'écriture, l'encre utilisée et la disposition des mots indiquaient la précipitation et l'angoisse de l'auteur, mais également un savoir-faire certain, un calcul méthodique destiné à impressionner la victime. Je compris alors que ce n'était pas un hasard si le client avait été tourmenté par ces lettres. Elles faisaient partie d'un système organisé pour créer un effet psychologique précis. Chaque détail, de la forme des lettres aux taches d'encre, constituait un indice qu'il fallait relier pour comprendre la logique derrière cette conspiration. Holmes esquissa un léger sourire, comme si la clé de l'énigme commençait déjà action. Holmes me confia qu'il s'agissait probablement d'un complice chargé de vérifier notre présence ou de guider les événements à venir. La présence de ce spectateur silencieux rendait la scène encore plus inquiétante, car elle confirmait la coordination et la prévoyance de ceux qui manipulaient la peur du client. Nous nous tournâmes enfin vers Hampstead Heath, sombre et silencieux sous la lumière diffuse. Le vent faisait bruisser les branches des arbres, et chaque craquement semblait résonner avec une intention menaçante. La lande apparaissait comme un terrain hostile, propice aux manœuvres secrètes, aux rencontres furtives et aux apparitions inquiétantes.
Holmes, scrutant l'horizon, nota la disposition des sentiers, les zones de végétation dense et les ouvertures possibles qui auraient permis aux 7 ombres de se déplacer sans être vues. Pour moi, l'étendue paraissait simplement vaste et inquiétante, mais pour Holmes, chaque arbre et chaque bosquet pouvait contenir un indice, un repère ou un point d'observation. La répétition méthodique des traces que nous avions suivies jusqu'ici laissait présager que ces silhouettes n'étaient pas de simples passants, mais des acteurs coordonnés, préparés à terroriser le client avec une précision redoutable. Je compris alors que notre enquête venait de franchir un seuil. Nous étions entrés dans le domaine même où le mystère prenait corps, tangible et menaçant. Holmes se tourna vers moi avec un sérieux inhabituel. Il conclut que nous n'étions pas seuls, et que la répétition exacte des empreintes et la disposition des lettres témoignaient d'une coordination soigneusement orchestrée. Les 7 ombres n'étaient plus une menace abstraite. Elles se déplaçaient déjà dans le voisinage, et chaque indice, chaque trace, indiquait leur présence. J'éprouvais un frisson en réalisant que ce que nous prenions pour de simples coïncidences relevait en réalité d'une stratégie méticuleuse. Holmes, imperturbable, me fit comprendre qu'il était désormais nécessaire de prévoir nos mouvements avec prudence, car chaque action que nous entreprendrions serait sans doute observée. Je compris que cette enquête allait exiger toute notre attention. De retour à Baker Street, Holmes s'installa dans son fauteuil, les yeux fixés sur le feu qui crépitait avec un rythme irrégulier. Il nota méthodiquement les indices collectés à Hampstead, les empreintes, les lettres, les observations sur les mouvements du client et les manifestations des 7 ombres. Son esprit s'activait à relier chaque détail à une personne possible, chaque geste du visiteur à une intention cachée. Je l'observais, admiratif et quelque peu inquiet, car je savais que derrière ce calme apparent se dessinait déjà la structure de sa prochaine déduction. Holmes murmura quelques noms à mi-voix, presque pour lui-même, puis reprit ses notes. Il commença à dresser la liste des personnages entourant le client, s'appuyant sur ses souvenirs et ses observations. J'avais conscience que chacun de ces individus pourrait se révéler crucial, et que notre mission ne faisait que commencer. L'air du salon semblait chargé d'une tension nouvelle, annonciatrice de révélations imminentes. Parmi les personnes qui surgissaient dans la mémoire de Holmes, je me rappelais la gouvernante austère du client, sa rigidité et sa ponctualité, que certains auraient jugées simplement professionnelles, semblaient masquer une loyauté ambiguë. Holmes souligna que ses gestes précis et son regard perçant indiquaient qu'elle savait plus qu'elle ne laissait paraître. Pour moi, elle apparaissait d'abord comme une femme dévouée et impassible, mais sous la loupe de mon ami, chaque mouvement trahissait une conscience aiguë des secrets domestiques. Sa présence constante, sa vigilance silencieuse et sa capacité à intervenir discrètement pouvaient la rendre à la fois protectrice et potentiellement complice. La simple idée qu'une figure si familière puisse jouer un double rôle fit naître un frisson dans mon esprit. Holmes nota ses observations sans émotion apparente, mais je compris que son raisonnement allait nous conduire vers des révélations inattendues sur le cercle étroit entourant notre client. Holmes évoqua ensuite l'associé en affaires du client, un homme au regard calculateur et à la réputation douteuse. Il exposa que la cupidité et la soif de pouvoir de cet individu constituaient un mobile évident pour manipuler ou intimider. Peur psychologique pour créer un dispositif parfaitement organisé. Je me rappelais alors la voisine, récemment veuve, dont la présence près du client m'avait semblé innocente et compatissante. Holmes observa que sa proximité et son attitude réservée pouvaient dissimuler un rôle plus complexe. Les visites occasionnelles, les regards échangés et le ton des conversations révélaient une attention soutenue qui, dans le contexte des 7 ombres, prenait un relief inquiétant. Son deuil pouvait masquer des intentions stratégiques. Détourner l'attention, jouer un rôle d'appât ou fournir des informations à un complice. Holmes nota également que sa discrétion excessive et ses habitudes calculées étaient révélatrices d'une conscience aiguë des tensions autour du client. Pour moi, elle demeurait ambiguë, à la frontière entre sympathie réelle et manipulation subtile. Chaque détail relevé par Holmes renforçait l'impression que ce cercle de suspects fonctionnait comme un mécanisme parfaitement réglé, où chaque personnage occupait sa place pour créer une peur cohérente et méthodique. Holmes insista sur la silhouette sombre aperçue près de la grille rouillée.
L'homme, énigmatique et discret, semblait avoir observé notre visiteur avec attention et précision. Il ne s'agissait pas d'un passant ordinaire. La régularité de sa présence et la distance maintenue indiquaient une surveillance consciente. Holmes expliqua que cet étranger pouvait relier tous les fils du mystère, jouant le rôle de messager ou de coordinateur pour les complices. Son anonymat et sa discrétion ajoutaient à la complexité du réseau de surveillance. Chaque geste, chaque déplacement, même imperceptible pour le commun des mortels, constituait un indice pour Holmes. Je me rendis compte que l'observation d'une seule silhouette pouvait révéler beaucoup plus qu'une rencontre de hasard, et que la coordination de plusieurs individus rendait le danger bien réel. L'existence de cet étranger confirmait que la peur du client n'était pas simplement le fruit de son imagination. Elle reposait sur un dispositif organisé et réfléchi. Holmes exposa ensuite les relations souterraines entre ces différents personnages. Dettes anciennes jouait son rôle dans un mécanisme subtil de manipulation. Holmes notait mentalement chaque interaction, chaque détail, capable de révéler la logique interne de cette conspiration. Perplexe, je tentais de suivre ses déductions et de les relier à des motivations plausibles. Holmes me présentait 3 pistes simultanées: la jalousie sentimentale, l'affaire financière et la menace d'un espionnage organisé. Chacune paraissait crédible, mais aucune ne se suffisait à elle-même. La gouvernante, la voisine, l'associé et l'étranger formaient un tableau complexe qui brouillait les frontières entre loyauté et trahison. Je doutais de la solidité des preuves, mais Holmes maintenait sa logique implacable, démontrant comment chaque indice pouvait s'articuler dans un ensemble cohérent. Les contradictions apparentes devenaient, entre ses mains, des points de référence pour révéler la structure réelle du complot. J'étais conscient que cette multiplicité d'hypothèses, loin de nous égarer, préparait le terrain pour une révélation méthodique. Chaque nouvelle observation modifiait subtilement notre compréhension du cercle, et je compris que la patience et l'attention seraient indispensables pour suivre la pensée de mon ami. Enfin, Holmes conclut avec une sérénité implacable. Il affirma que chacun des suspects possédait un motif distinct et identifiable, mais qu'un esprit calculateur avait su réunir ces éléments pour former un cercle cohérent de 7 ombres. Les actions coordonnées de la gouvernante, de l'associé, de la voisine et de l'étranger n'étaient pas fortuites. Elles avaient pour but d'entretenir la peur méthodique du client. Holmes expliqua comment les lettres, les apparitions et les surveillances s'imbriquaient pour créer un dispositif efficace, plus psychologique que matériel. Je compris, avec une fascination mêlée d'inquiétude, la complexité de cette organisation et l'ingéniosité de ceux qui l'avaient orchestrée. Pour Holmes, il ne s'agissait pas seulement de révéler les responsables, mais de comprendre le mécanisme de la peur et la manière dont elle pouvait être exploitée pour contrôler un homme. Je notais dans mon esprit chaque mot de cette conclusion, conscient que cette révélation marquerait un tournant décisif dans notre enquête. La brume tombait encore sur Londres lorsque nous reprîmes l'examen des indices, et je ne pus m'empêcher moyen de détourner l'attention de l'observateur vers un faux mobile. Je compris alors que, malgré les apparences, notre enquête exigeait de suspendre nos jugements, car la réalité derrière ces indices pouvait être radicalement différente. Le piège n'était pas seulement de découvrir la vérité, mais de ne pas se laisser égarer par ce qui paraissait le plus évident. Parmi les éléments recueillis, Holmes porta une attention particulière à une correspondance ambiguë. Des lettres anonymes, trouvées dans la corbeille du jardin, portaient des phrases évasives et un ton à la fois accusateur et protecteur. À cela s'ajoutaient des témoignages de voisins qui avaient aperçu la veuve échanger des regards furtifs avec le client, ou discuter à voix basse dans des coins isolés. Ces indices, pris isolément, pouvaient sembler innocents, mais leur accumulation formait un tableau inquiétant pour quiconque n'était pas préparé à discerner la vérité. Holmes analysa minutieusement chaque mot, chaque formulation, notant la subtilité avec laquelle l'auteur manipulait la perception. Selon lui, ces lettres et ces regards servaient à renforcer la piste sentimentale, créant une illusion cohérente mais fausse. Je restais stupéfait de voir combien des détails si ténus pouvaient orienter l'esprit vers une conclusion erronée. Holmes me fit observer que le rôle de l'observateur est d'identifier ce qui est délibérément placé pour induire en erreur,
et que chaque indice apparent devait être mis en balance avec la logique globale de la situation. Cette accumulation de fausses impressions rendait la situation plus complexe et fascinante à la fois. Holmes expliqua ensuite que la piste sentimentale, aussi séduisante soit-elle, constituait un piège. Les preuves trop évidentes, la proximité de la veuve, ses visites, les lettres anonymes, étaient probablement disposées pour égarer l'esprit le plus attentif. La manipulation consistait à créer un récit qui paraissait plausible, à susciter l'empathie et la peur, et à masquer la véritable intention derrière un voile de sentiments apparents. Il ajouta que ceux qui orchestrent ce type de tromperie connaissent parfaitement la psychologie humaine et savent exploiter la tendance à surévaluer. Alors que nous étions en pleine discussion sur les indices accumulés, Holmes se leva soudain, le regard fixe et la voix ferme. Il déclara qu'il devait s'absenter pour une vérification urgente, un déplacement qui ne pouvait souffrir aucun délai ni explication détaillée. Je fus frappé par la brusquerie de sa décision et par le ton impératif qui ne laissait place à aucune objection. Le visiteur, resté dans un coin de la pièce, me regarda avec étonnement, partagé entre l'espoir et l'inquiétude. Holmes fit quelques pas vers la porte, ramassa son manteau et son chapeau, et lança un regard énigmatique qui semblait contenir 1000 précautions à la fois. Je réalisais que cette absence imprévue n'était pas simplement une sortie, elle marquait le début d'un moment critique dans notre enquête. Son départ me laissa à la fois perplexe et inquiet, conscient que la maîtrise de la situation venait de m'échapper temporairement. Je compris que la confiance absolue que je plaçais en lui allait devoir s'éprouver dans le silence de sa disparition. Une fois la porte refermée, un silence lourd envahit Baker Street. La pipe de Holmes, abandonnée sur le bureau, continuait de diffuser une fumée pâle qui se mêlait à l'air immobile du salon. Chaque tic-tac de l'horloge paraissait plus fort, chaque bruissement du vent dans les rideaux amplifiait l'impression de vide. Je pris place dans un fauteuil, tentant de maintenir une concentration lucide, mais l'absence de mon compagnon pesait comme une ombre intangible. Le calme de l'appartement contrastait avec la tension qui s'était installée en moi. Je savais que chaque minute comptait et que l'absence de Holmes ne devait pas être interprétée comme un abandon, mais comme une nécessité stratégique dont je ne percevais encore ni la nature ni la portée. Le silence semblait étirer le temps, laissant flotter une inquiétude diffuse que seule la présence de Holmes avait le pouvoir d'apaiser. Le visiteur, désormais seul avec moi, ne tarda pas à manifester son anxiété croissante. Sa respiration s'accélérait, ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux scrutaient la porte comme s'il redoutait un assaut invisible. Est essentiel pour canaliser et éclairer la peur du client. Mon attention devait désormais se concentrer sur l'observation vigilante et la protection de ce dernier jusqu'au retour de mon ami. Les heures s'étirèrent lentement tandis que je veillais sur le visiteur et sur l'appartement silencieux. Le temps paraissait s'être ralenti, chaque minute amplifiant la tension ambiante. Les bruits de la rue, habituellement insignifiants, prenaient une importance démesurée. Le froissement d'un pas sur le pavé, le cliquetis d'une fenêtre, le sifflement du vent dans les cheminées. Je restais attentif, observant chaque mouvement et chaque ombre, conscient que la moindre distraction pouvait nuire à la sécurité de notre client. L'attente était un exercice d'endurance mentale, et je me surprenais à analyser chaque geste, chaque détail avec une acuité que je ne me connaissais pas. Cette garde nocturne, imposée par l'absence de Holmes, me confrontait à la solitude et au doute, et je réalisais combien le rôle de l'observateur devient crucial lorsque la situation échappe au contrôle immédiat. Les heures se succédaient, lentes et pesantes, rythmées par l'incertitude et la peur. Vers minuit, un craquement discret interrompit le silence. Je me tournai instinctivement vers la fenêtre et aperçus des silhouettes mouvantes derrière les rideaux voisins. Leurs mouvements étaient subtils, calculés, et semblaient confirmer la présence persistante des 7 dont le client m'avait parlé. Chaque ombre se déplaçait avec prudence, comme si elles observent et évaluent chacun de nos gestes. Mon cœur battait plus vite, et je pris conscience que la vigilance devait être totale. Holmes, si proche dans mon esprit, me manquait à cet instant, car son expertise aurait dissipé l'incertitude et les conjectures. Je restais immobile, suivant chaque ombre avec attention, conscient que le moindre faux mouvement pourrait éveiller l'attention de ces observateurs invisibles. La menace,
jusque-là abstraite, prenait une forme tangible dans la nuit, et la tension atteignait un point critique. Le client, tremblant, se rapprocha de moi, et je compris que cette nuit de veille serait marquée par la confrontation si la peur à présent s'était intensifiée, et je luttais pour conserver un sang-froid qui me paraissait fragile. Le visiteur, assis dans un coin, ne cessait de frissonner, ses mains crispées sur son manteau, ses yeux oscillant entre la fenêtre et la porte. Je craignais qu'Holmes ne soit tombé dans un piège, et cette possibilité me paralysait presque. Chaque bruit, chaque ombre mouvante semblait annoncer un danger imminent. Pourtant, je devais rester maître de mes réactions, pour le protéger et pour ne pas ajouter à sa terreur. L'observation minutieuse devint mon seul refuge, tandis que le temps s'étirait dans une attente insoutenable. Je tentais de rationaliser les sons et les mouvements, cherchant des explications logiques à chaque signe inquiétant. La nuit entière fut une lutte entre la raison et la panique, entre la vigilance et la tentation de céder à la peur. Mon esprit analysait chaque détail, chaque indice, tout en tentant de rassurer l'homme terrorisé à mes côtés. L'épreuve s'annonçait longue et éprouvante, et je me préparais à affronter chaque apparition comme un obstacle à surmonter. Les heures s'écoulèrent sans incident majeur, et pourtant Holmes demeurait introuvable. Le client, épuisé par l'angoisse, s'était enfin assoupi, mais moi, je restais attentif à chaque son, à chaque ombre projetée par la lueur de la lampe. La certitude que mon compagnon avait peut-être découvert quelque élément crucial ailleurs ne dissipait pas mon inquiétude. Je me demandais si son absence était une stratégie, une étape nécessaire pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses, ou si, au contraire, il avait été retardé par un imprévu. Le silence pesant, ponctué uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge et le bruissement du vent, renforçait l'impression que la menace persistait dans la nuit. Chaque craquement me rappelait la présence invisible des 7 et l'importance de ne pas baisser ma vigilance. La réflexion et la prudence devenaient les seules armes contre l'incertitude, tandis que je me préparais mentalement au retour de Holmes, prêt à recevoir ses explications et à comprendre l'étendue réelle loin d'être résolue, et que l'absence de Holmes n'était qu'une étape dans la révélation progressive de la vérité. Le matin, avec sa lumière pâle et froide, ne dissipait en rien le sentiment d'inquiétude. Au contraire, il renforçait l'idée que les pièces du puzzle restaient dispersées et que chaque indice, même minimal, pouvait ouvrir une nouvelle voie vers la solution. La nuit tombait sur Hampstead avec une lenteur presque tangible, et l'obscurité s'épaississait autour de la demeure. Chaque bruissement du vent dans les branches, chaque crissement des volets semblait amplifier l'inquiétude latente. Je me tenais près de la cheminée, tentant d'écouter le feu crépiter pour calmer mes pensées. Mais chaque son ordinaire prenait une résonance inquiétante dans le silence de la maison. L'air était chargé d'anticipation et de crainte, comme si la nuit elle-même retenait son souffle, prête à dévoiler un danger imminent. Je notais le moindre détail, chaque ombre vacillante et chaque mouvement imperceptible, conscient que notre vigilance devait être totale. Le client, lui, était assis dans un fauteuil, immobile, les yeux rivés sur la porte d'entrée et les fenêtres, comme s'il percevait une menace invisible. Mon esprit s'efforçait de distinguer l'ordinaire de l'anormal. Mais chaque craquement, chaque souffle du vent semblait transformer la maison en un théâtre d'ombre et de pressentiments. L'attente était lourde, oppressante, et j'avais le sentiment que l'épreuve de cette nuit n'en était qu'à ses débuts. Le visiteur, désormais prostré dans son fauteuil, semblait incapable de trouver la moindre tranquillité. Son visage, pâle et tiré, trahissait une inquiétude profonde, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'efforçait de se calmer. Il murmurait à voix basse que les silhouettes se rapprochaient, que chaque ombre semblait mesurer son pas et son souffle. Son regard parcourait la pièce, cherchant une protection invisible que nous ne pouvions lui offrir. Je me rapprochais, tentant de lui apporter un semblant de réconfort, mais chaque parole semblait renforcer sa peur plus. Alors que le silence pesait sur la demeure, mon regard se porta sur le jardin enveloppé de brume. Une silhouette isolée se détacha lentement dans la lumière blafarde, avançant avec prudence, mais avec une détermination palpable. À peine avais-je remarqué cette première forme qu'une deuxième apparut, longeant le sentier comme pour contourner notre position et tester notre vigilance. Mon cœur battait plus vite,
tandis que j'observais ses mouvements répétitifs, chaque figure semblant consciente de l'observation et agissant avec calcul. La brume rendait leurs contours indistincts, mais le sentiment d'une intention coordonnée était irréfutable. Je pris conscience que les 7 ombres n'étaient pas de simples hallucinations ou des figures solitaires. Il s'agissait d'un ensemble orchestré, dont chaque mouvement servait à mesurer notre réaction. La peur, jusque-là diffuse, se matérialisait en présence tangible, et je sentis la tension grimper à chaque pas que ces silhouettes faisaient dans le jardin silencieux. L'atmosphère, lourde et glaciale, rendait chaque souffle perceptible et chaque craquement du sol comme un avertissement silencieux. À mesure que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, une à une, 7 formes indistinctes émergèrent de la brume, encerclant la demeure avec une précision inquiétante. Elles semblaient avancer et reculer selon un rythme mystérieux, comme si elles testaient la résistance de leur proie. Chaque silhouette conservait une distance calculée, mesurant attentivement chaque réaction du client et la mienne. Holmes, absent, laissait derrière lui un vide stratégique que ses présences exploitaient avec patience. Je notais mentalement la coordination. Aucune figure ne se précipitait, aucune ne semblait agir de manière impulsive. Tout paraissait organisé, minuté et parfaitement contrôlé. La peur, jusqu'alors abstraite, se fit tangible, et je ressentis une urgence de protéger notre visiteur contre ces observateurs méthodiques. Mon esprit s'efforçait d'interpréter les indices. Chaque déplacement, chaque pose, chaque oscillation des silhouettes semblait signifier quelque chose. J'étais conscient que cette nuit serait un test, non seulement pour notre manipuler les apparences. Je notais que le vacillement n'était pas dû au vent, ni à une imperfection technique. Il semblait presque synchronisé avec les mouvements des silhouettes extérieures. Cette constatation renforça l'impression que nous faisions face à un dispositif soigneusement orchestré pour provoquer la terreur. Je devais maintenant maintenir une vigilance constante, non seulement sur le client et son environnement immédiat, mais aussi sur l'effet psychologique de chaque stimulus, conscient que l'illusion pouvait être aussi dangereuse que l'action réelle. Résolu à protéger l'homme à mes côtés, je saisis mon revolver, conscient que la moindre hésitation pouvait compromettre sa sécurité. Mon cœur battait avec force, mais je me concentrais sur l'observation méthodique de chaque détail. Le mouvement des ombres, les silhouettes furtives derrière la brume et la réaction du client. Chaque pas que j'avançais vers la fenêtre était mesuré, et je devais équilibrer courage et prudence. Je sentais la responsabilité peser lourdement sur mes épaules. Sans Holmes, il m'incombait de garder notre visiteur hors de danger. L'air nocturne, humide et dense, semblait porter avec lui les murmures des silhouettes, et chaque craquement devenait un avertissement possible. Je me surpris à analyser la scène comme Holmes aurait pu le faire, essayant de deviner l'intention derrière chaque mouvement. Pourtant, l'incertitude et la peur de me tromper restaient omniprésentes, et je me rendis compte que cette nuit testerait non seulement le client, mais ma propre capacité à réagir face à l'inconnu. Un coup discret résonna contre la porte arrière, presque imperceptible, mais suffisant pour faire sursauter le client et moi-même. L'instant parut suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle, évaluant notre réaction. La nature silencieuse et précise de ce signal me fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Quelqu'un testait nos réactions, mesurait notre vigilance. Le client blêmit, et je dus poser une main rassurante sur son bras pour contenir sa panique. Chaque bruit suivant était interprété comme un possible indice ou une menace, et la tension monta encore d'un cran. Alors que l'angoisse atteignait son comble, un mouvement à l'entrée attira mon attention. Holmes se réapparut soudain dans le salon, ses yeux brillants d'une certitude tranquille et d'une maîtrise absolue. Le client et moi restâmes figés un instant, soulagés mais encore imprégnés de la tension de la nuit. Holmes ne fit aucun commentaire immédiat. Son regard balayait la pièce, analysant silencieusement l'effet de son absence et l'état de nos émotions. Je sentis que son retour, plus que sa présence, était un point de bascule. Il reprenait le contrôle de l'enquête et réaffirmait sa supériorité sur la peur et les illusions. Le client, visiblement soulagé, s'installa à nouveau dans son fauteuil, tandis que Holmes s'assit calmement, comme si la nuit, avec toutes ses épreuves et ses apparitions mystérieuses,
n'avait été qu'un prélude à la révélation finale. Je compris, avec admiration, que l'intelligence et le sang-froid de Holmes rendaient les ombres tangibles presque impuissantes face à sa clairvoyance. L'atmosphère de la maison s'allégea légèrement, mais le mystère demeurait entier, prêt à être dénoué dans les jours à venir. La pièce lambrissée était silencieuse, seulement animée par le crépitement régulier du feu dans la cheminée. Holmes avait convié tous les suspects, et chacun prenait place avec une précaution mesurée, conscient que ce moment serait décisif. L'atmosphère, lourde et presque solennelle, donnait à la réunion l'aspect d'un tribunal silencieux, où la vérité allait enfin se dévoiler. Les ombres projetées par les flammes sur les visages accentuaient l'effet dramatique, tandis que Holmes demeurait impassible, scrutant chacun avec son regard perçant. Le silence n'était interrompu que par le léger froissement de papier et le grincement d'une chaise déplacée, chaque bruit prenant une importance disproportionnée. J'observais attentivement, conscient que cette séance ne se limitait pas à la simple confrontation, mais constituait un véritable moment de déduction méthodique. Chaque participant semblait percevoir l'ampleur de ce qui allait se produire, tandis que Holmes, immobile, silencieuse, semblait lutter pour ne pas céder à une peur intérieure, tandis que l'étranger demeurait impassible, comme un spectateur invisible et attentif. Holmes balayait chaque regard avec la précision d'un horloger, captant les micro-expressions qui révélaient mensonge, hésitation et vérité dissimulée. Pour moi, cette observation minutieuse était fascinante. Un simple mouvement des yeux, une contraction imperceptible d'une lèvre, suffisait à faire vaciller les illusions. La tension croissante dans le salon promettait que la vérité ne tarderait pas à émerger, et chaque regard croisait celui de Holmes avec un mélange de crainte et de défi. Holmes prit la parole avec une sérénité impressionnante. Il commença par rappeler les premières observations du client à Baker Street, décrivant méthodiquement les événements depuis l'arrivée du visiteur jusqu'aux indices recueillis dans les rues de Hampstead. Chaque détail fut présenté avec précision. Les empreintes multiples, les lettres froissées, la disposition des silhouettes et les signes de surveillance méticuleusement orchestrés. Il retraça la succession des découvertes, reliant les éléments matériels aux comportements humains, et exposa comment chaque indice, pris isolément, pouvait tromper l'esprit le plus averti. Holmes établit une chronologie claire et logique, soulignant les contradictions, les fausses pistes et les signes de manipulation délibérés. Pour chacun des suspects, il indiqua les preuves et les gestes qui démontraient leur rôle, leur motivation et la manière dont ils contribuaient à l'illusion des 7 ombres. Sa méthode, implacable et ordonnée, transforma le chaos apparent de l'affaire en une mécanique limpide. Nous comprîmes, le client et moi, que cette démonstration n'était pas seulement la révélation de faits, mais un enseignement sur la précision de la déduction et l'importance de l'observation attentive dans l'art d'exposer la vérité. Holmes se tourna vers la gouvernante avec un calme implacable et exposa son rôle discret mais central. Elle avait transmis des informations sur les mouvements du client, les habitudes et les relations, sous couvert de fidélité apparente. Chaque note qu'elle avait glissée, souvent sur ceux qui agissent en silence, invisibles, mais essentiels au mécanisme global. Holmes souligna que son rôle avait été crucial, non seulement pour l'observation, mais aussi pour l'efficacité du système de peur, et que la compréhension de ce maillon invisible permettait de relier tous les éléments de la conspiration. Holmes se tourna ensuite vers l'associé en affaires, sa voix posée, mais chargée d'autorité. Il expliqua que cet homme avait minutieusement orchestré la peur du client pour l'affaiblir et contrôler ses décisions financières. Chaque lettre anonyme, chaque rumeur diffusée et chaque manœuvre d'intimidation avait pour but de maintenir la victime dans un état de dépendance et d'anxiété, de manière à manipuler ses choix économiques. Holmes détailla la logique de ses actions, reliant les transactions douteuses à des menaces psychologiques calculées. Je compris combien la duplicité pouvait se cacher derrière un sourire poli et un comportement apparemment honnête. L'associé tenta de nier, mais les preuves accumulées, notes interceptées, traces de lettres et observations des comportements, formaient un ensemble cohérent qui rendait toute contestation futile. Le client, abasourdi, reconnut à quel point il avait été manipulé.
Holmes souligna que la stratégie de l'associé s'inscrivait dans une logique méthodique, démontrant la capacité d'un esprit calculateur à exploiter la peur pour obtenir un avantage tangible et précis. Holmes se tourna ensuite vers la jeune veuve, son regard scrutant chaque nuance de son expression. Il expliqua qu'elle avait été, volontairement ou non, l'instrument d'une manipulation plus vaste. Elle servait d'appât pour détourner les soupçons et nourrir la piste sentimentale. Les visites régulières, les attentions discrètes et les regards furtifs avaient été interprétés par le client et par nous comme des signes d'implication personnelle, alors qu'en réalité, elles étaient orchestrées pour créer une illusion de proximité et d'angoisse. Holmes détailla comment cette stratégie avait exploité la psychologie humaine. Le mélange de sympathie et de crainte servait à accroître la tension et à masquer les véritables objectifs des complices. La veuve, prise dans cette machination, apparaissait à la fois victime et outil, un élément crucial dans le dispositif complexe qui entourait le client. Je compris que dans cette affaire, chaque acteur pouvait jouer un rôle multiple, et que la vérité n'était jamais ce qu'elle semblait être au retrait était orchestré pour produire un effet psychologique précis sur le client, sans jamais révéler directement l'identité des autres participants. Je me rendis compte combien la coordination et la discipline de cet individu rendaient l'ensemble des événements crédibles et terrifiants, alors qu'il n'était que la manifestation visible d'un plan bien pensé. L'éclairage du salon révélait les micro-expressions de l'homme, et je compris que sa discrétion méthodique était essentielle pour maintenir l'illusion des 7 ombres. Holmes montra que même le plus petit détail, la posture, la distance, le moment choisi, avait été prévu pour renforcer la peur et la confusion. Holmes se redressa, les yeux brillants d'intensité. Il dévoila le mécanisme en pied des 7 ombres, expliquant que ces silhouettes n'étaient pas le fruit du hasard, mais un dispositif volontaire, destiné à créer une terreur psychologique. Chaque mouvement, chaque apparition dans la brume de Hampstead, chaque signal discret et chaque ombre mouvante avaient été calculés pour manipuler les perceptions et maintenir le client dans un état de vigilance anxieuse. Holmes montra comment l'alternance de formes visibles et de dissimulation avait renforcé l'impression d'une menace omniprésente. L'architecture du plan, conçue pour exploiter la peur et les habitudes humaines, révélait la précision méthodique des organisateurs. La répétition exacte du nombre 7 servait à imprimer un rythme mental dans la conscience du client. Je compris alors que ce qui avait semblé surnaturel ou inexplicable relevait en réalité d'une logique implacable et d'une préparation minutieuse. Holmes expliqua que l'ensemble constituait un exemple parfait de manipulation psychologique et que la réussite de cette machination reposait sur la coordination subtile de chaque acteur. L'effet produit sur le client, sur nous, et même sur l'observateur extérieur, était un témoignage du génie méthodique de ceux qui savaient exploiter la peur et l'incertitude avec art et science. Alors qu'un des suspects tenta de protester, arguant de son innocence et de l'injustice de l'accusation, Holmes sortit un document soigneusement conservé. Il le posa sur la table, immobile, et tous les regards se tournèrent vers cette preuve irréfutable. Le document, signé et daté, liait tous les complices entre eux, établissant clairement la coordination et la planification de la machination. Chaque nom, chaque annotation et chaque détail confirmait les rôles précédemment décrits par Holmes. L'associé manipulateur, la veuve instrumentalisée, la gouvernante informatrice et l'étranger coordonnateur. Le silence s'installa, lourd et solennel, tandis que la gravité de la situation se révélait à chacun. Le client, soulagé mais encore tremblant, comprit enfin l'étendue du complot dont il avait été la victime. Je pris conscience de la puissance de la méthode de Holmes. Non seulement il avait déjoué les manipulations, mais il avait reconstitué la mécanique entière avec une précision implacable. Cette révélation finalisait l'enquête, apportant à la fois justice et compréhension, et soulignait le génie méthodique de mon compagnon, capable de transformer le chaos et la peur en un système d'ordre et de vérité. Holmes prit la parole avec son calme habituel et commença à décrire la mécanique complexe qui avait donné vie aux 7 ombres. Il expliqua comment chaque complice avait été assigné à un rôle précis. Certains apparaissaient à la lisière du jardin,
D'autres se glissaient derrière les rideaux ou aux fenêtres pour créer l'impression d'une surveillance constante. Les déplacements, le rythme et la distance de chaque figure étaient minutieusement calculés pour susciter la peur et la confusion. Holmes montra comment la synchronisation des silhouettes et la répétition des apparitions avaient façonné un sentiment tangible de menace, transformant la brume nocturne en instrument de terreur. Chaque geste semblait improvisé, mais tout avait été orchestré avec précision pour manipuler le client et le maintenir dans un état de vigilance anxieuse. La logique derrière ces illusions démontrait la capacité d'un esprit calculateur à exploiter la perception humaine, transformant de simples silhouettes constantes, renforçant la présence invisible des ombres et instillant une tension sourde et persistante. Holmes expliqua que le but n'était pas simplement d'informer, mais de manipuler la perception, de maintenir le client dans un état d'incertitude et de dépendance. La lecture de ces documents, si l'on ignorait le code et les intentions derrière eux, pouvait donner l'impression d'un complot insaisissable et omniprésent. Je pris conscience de la subtilité de cette méthode. La véritable puissance de la manipulation ne résidait pas dans la force ou la violence, mais dans la capacité à ébranler l'esprit et à diriger l'attention vers ce que l'on désirait cacher. Holmes poursuivit en soulignant que la peur elle-même constituait la véritable arme des complices. Il ne s'agissait pas de menaces physiques, mais d'une discipline psychologique subtile. Isoler la victime dans sa terreur pour mieux la contrôler. Chaque apparition, chaque craquement, chaque ombre mouvante était conçue pour maintenir le client en état d'alerte, le rendant vulnérable aux suggestions et aux manipulations. Holmes expliqua que ce type de stratégie reposait sur la connaissance de la psychologie humaine. Un esprit fatigué ou anxieux est facilement influencé, et la répétition de stimuli inquiétants amplifie cette vulnérabilité. Je compris combien l'intelligence, la patience et la coordination étaient nécessaires pour exploiter de manière efficace cette faiblesse. La peur, transformée en outil méthodique, devenait un instrument de pouvoir plus puissant que n'importe quelle contrainte physique. Holmes montra que le dispositif des 7 ombres n'avait pas seulement pour but de faire fuir ou d'intimider, mais de modeler l'esprit de la victime selon les besoins des conspirateurs. L'art de la peur, pensai-je, était à la fois fascinant et terrifiant par sa précision et sa portée. Holmes expliqua que chaque suspect avait été assigné à un rôle spécifique, reflétant une peur distincte. La gouvernante incarnait la surveillance et la fidélité trompeuse. L'associé représentait la menace financière. La veuve servait à alimenter la piste sentimentale. Et l'étranger assurait la coordination mouvement du client prévisible et contrôlé. J'admirais la précision de ce système, qui transformait la peur en un outil méthodique, et compris que la manipulation psychologique pouvait atteindre un niveau de sophistication presque scientifique. Je ne pus m'empêcher de méditer sur la fragilité de l'esprit humain face à de telles machinations. La peur, lorsqu'elle est méthodiquement orchestrée, possède le pouvoir d'éroder la confiance, de distordre la perception et de créer des réactions imprévisibles. Je repensais au client, aux moments de doute intense, au tremblement de ses mains et à l'angoisse palpable qu'il avait saisie lors de nos veilles nocturnes. Chaque individu peut être vulnérable lorsque son environnement est manipulé avec soin et régularité. Holmes m'avait montré que la compréhension de ces mécanismes n'était pas simplement un exercice intellectuel. Elle exigeait une empathie attentive et une capacité à observer sans jugement. Je pris conscience que même les esprits les plus rationnels pouvaient succomber si les circonstances étaient suffisamment orchestrées. Cette réflexion me fit mesurer l'importance de la vigilance et de la prudence. Et je compris combien la psychologie humaine, lorsqu'elle est exploitée par des individus astucieux, pouvait être un terrain de jeu pour ceux qui cherchent à dominer et à contrôler subtilement. Holmes conclut sa démonstration par un avertissement empreint de gravité et de sagesse. Il expliqua que la vérité, même exposée avec clarté et logique, ne dissipait jamais complètement les cicatrices laissées par l'angoisse. La peur vécue, la manipulation subie et la tension psychologique laissaient des traces durables dans l'esprit et dans le comportement de la victime. Holmes souligna que comprendre la machination ne signifiait pas effacer le traumatisme et que la responsabilité des manipulateurs, tout comme celle de ceux qui observent et protègent, avait des conséquences durables.
Je compris que la mission d'un enquêteur ne se limitait pas à révéler la vérité, mais aussi à mesurer et à contenir l'effet de cette révélation sur les esprits humains. La moralité de l'action, expliqua Holmes, résidait dans la manière dont la justice et la connaissance étaient employées pour restaurer la confiance, la sécurité et l'équilibre émotionnel, même après une épreuve intense et soigneusement orchestrée. Alors que le salon retrouvait un calme relatif, je ne pus m'empêcher d'observer limite jamais aux faits principaux. Je notais mentalement ces signes, conscient que le silence lui-même pouvait être porteur de messages implicites. L'atmosphère du salon, allégée mais toujours imprégnée de mystère, rappelait que la vigilance et l'observation demeurent indispensables, même après la résolution. Je méditais sur la finesse du raisonnement de Holmes. Révéler la vérité ne signifie pas dissiper totalement l'incertitude, mais ouvrir la voie à la réflexion et à la prudence, laissant flotter une nuance de mystère qui nourrit la conscience et la mémoire. De retour à Baker Street, le tumulte et l'excitation des jours passés semblaient s'évanouir dans l'air immobile du salon. Le crépitement du feu et l'ombre des flammes sur les murs lambrissés apportaient une quiétude presque irréelle après la tension des enquêtes nocturnes. Les rideaux, tirés mais tremblants sous la brise légère de la fenêtre entr'ouverte, laissaient filtrer une lumière douce qui adoucissait l'atmosphère et atténuait les traces de l'inquiétude accumulée. Le mobilier familier, les étagères chargées de livres et de papiers, tout rappelait la permanence d'un monde ordonné, contraste frappant avec le chaos orchestré des 7 ombres. Holmes, assis dans son fauteuil, paraissait à la fois reposé et méditatif, ses traits détendus mais son regard toujours alerte. Pour moi, cette quiétude retrouvée avait quelque chose de presque magique. L'épreuve vécue paraissait lointaine, comme un souvenir hors du temps. Chaque détail de la maison semblait respirer le calme, et je réalisais combien le retour à ce foyer familier était essentiel pour reprendre souffle et réfléchir aux subtilités de l'affaire, à la fois résolue et encore pleine de nuances à méditer. Mrs. Hudson entra avec sa démarche mesurée, portant une théière fumante et des tasses soigneusement disposées sur le plateau. Le parfum familier du thé emplit la pièce, et le contraste entre cette banalité du quotidien et l'intensité des heures passées à Hampstead frappa immédiatement mon esprit. Le client, désormais soulagé, accepta la boisson avec gratitude, et j'eus contemplation de leurs implications. Holmes, pipe à la main, se leva légèrement pour exposer sa conclusion. Sa voix, posée et tranquille, captiva immédiatement l'attention. Il expliqua que ce n'étaient pas seulement les actes matériels qui avaient pesé sur le client, mais la peur qui les précédait, la suggestion et la tension psychologique créées pour manipuler et paralyser. Chaque élément du dispositif des 7 ombres avait été conçu pour exploiter l'angoisse latente, pour transformer des événements ordinaires en instruments de contrôle et d'intimidation. Il détailla comment l'artifice, la répétition et la coordination des complices avaient conditionné la perception du client, faisant de l'illusion un véritable levier de pouvoir. J'admirais sa précision et son attention aux subtilités psychologiques. Il ne se contentait pas de dénouer les faits, il analysait également l'effet de la peur sur l'esprit humain. Pour Holmes, comprendre la mécanique de l'angoisse et sa capacité à influencer les décisions révélait autant de choses sur la nature humaine que sur les crimes eux-mêmes. Cette réflexion transforma mon regard sur l'affaire, et je pris conscience que la maîtrise des perceptions pouvait être une arme plus puissante que la force physique. Holmes poursuivit en soulignant que l'intimidation et la suggestion pouvaient parfois infliger des dommages plus profonds que les délits matériels eux-mêmes. Une peur organisée, répétée et méthodique, pouvait ébranler la confiance, troubler le jugement et laisser des cicatrices durables dans l'esprit d'une victime. Il fit observer comment la combinaison d'apparitions calculées, de messages codés et de rôles attribués à chacun des complices avait amplifié l'effet psychologique, rendant chaque moment vécu plus oppressant qu'une agression tangible. L'exemple de notre client montrait que l'imprévisibilité apparente de l'angoisse pouvait être orchestrée pour obtenir le contrôle et la soumission, bien plus efficacement que la menace physique seule. Je compris que la leçon de cette affaire ne résidait pas seulement dans la résolution du mystère, mais dans la reconnaissance de la puissance insidieuse de la peur, invisible, silencieuse, mais capable de déterminer les combats à la peur et à l'angoisse qu'il décryptait chez les autres.
Il semblait capable de supporter, seul, le poids des énigmes, des illusions et des manipulations, tout en guidant et protégeant autrui. Son regard pénétrant, à la fois clair et réfléchi, me rappela combien le génie peut isoler, combien la compréhension totale des motifs humains exige solitude et concentration. Je pris conscience que, malgré sa vivacité apparente et sa légèreté de ton, Holmes portait toujours en lui la gravité de ses observations et la responsabilité silencieuse de dénouer les mystères les plus délicats. Un silence s'installa, profond et presque sacré, troublé seulement par le crépitement régulier du feu dans la cheminée. L'atmosphère mêlait gravité et apaisement, comme si la maison elle-même respirait avec nous après l'intensité de l'affaire. Le client, désormais libéré de ses craintes immédiates, observait autour de lui avec un mélange de soulagement et de fatigue, tandis que Holmes restait immobile, la pipe à la main, contemplant la lueur dansante des flammes. Je me sentis enveloppé par cette quiétude, conscient que nous partagions un moment rare, la conclusion silencieuse d'une enquête complexe. Dans ce silence, chaque pensée se faisait plus nette, chaque souvenir des épreuves nocturnes plus précis. La tranquillité temporaire permettait de mesurer l'ampleur de ce qui avait été accompli, tout en laissant flotter l'écho des événements passés et l'ombre des leçons apprises. Le temps semblait suspendu, offrant à chacun un instant de réflexion et de repos, avant que le monde extérieur et ses inquiétudes ne reprennent leur cours normal. Alors que je regardais Holmes et le client se détendre enfin dans le salon, je compris que, malgré la résolution complète de l'affaire, une part du mystère demeurait. La peur, la manipulation psychologique et les tensions éprouvantes avaient laissé une empreinte durable, rappelant que les vérités humaines ne se dévoilent jamais totalement et que l'esprit peut conserver des cicatrices invisibles. Je méditais sur la fragilité des individus face à l'angoisse et sur l'habileté nécessaire pour protéger et guider ceux qui sont confrontés à des illusions élaborées. Holmes, toujours calme, semblait conscient de cette nuance, laissant flotter dans l'air une leçon subtile. La compréhension complète d'un événement ne supprime pas l'expérience émotionnelle et psychologique qu'il engendre. La nuit des 7 ombres restait une mémoire indélébile, une démonstration de l'impact des apparences, de la peur et de la coordination mentale. Pour le lecteur, je confie que cette affaire démontre que la vérité peut être connue, mais que les émotions humaines et les craintes persistantes demeurent ouvertes. Mystique saurait effacer complètement. Et dans le calme retrouvé, une sensation persistante me rappelle que l'inattendu peut surgir à tout instant. Et vous, que pensez-vous qu'il se serait passé si l'une des 7 ombres avait choisi un chemin différent? Lequel des complices avait vraiment le contrôle ultime? Et si la vérité était ailleurs, plus subtile qu'il n'y paraît? Dites-le-moi en commentaire. Si ce voyage au cœur de la peur et de la déduction vous a captivé, laissez un commentaire, partagez cette énigme avec vos proches, likez pour soutenir l'histoire et abonnez-vous pour ne jamais manquer un nouveau mystère à explorer.